Bonsoir et bienvenue sur D8 pour un nouveau voyage au bout de la nuit, une nouvelle soirée littéraire. Ce soir, je suis ravie de vous revoir pour vous lire donc la suite des paradis artificiels qui traitent donc de drogue et des créations poétiques. Donc nous en étions à la partie du vin et du hashish. Nous allons y aller, donc je reprends mes esprits. Donc, le vin, attention, la drogue est dangereuse pour la santé. Un homme très célèbre qui était en même temps un grand sot, choses qui vont très bien ensemble, à ce qu'il paraît, ainsi que j'aurais pu, plus d'une fois sans doute, le douloureux plaisir de le démontrer, a osé dans un livre sur la table, composé au double point de vue de l'hygiène et du plaisir, écrire ce qui suit à l'article 20. Le patriarche Noé passe pour être l'inventeur du vin. C'est une liqueur qui se fait avec le fruit de la vigne. Et après rien. C'est tout. Vous aurez beau feuilleter le volume, le retourner dans tous les sens, le lire à rebours, à l'envers, de droite à gauche et de gauche à droite, vous ne trouverez pas autre chose sur le vin dans la physiologie du goût du très illustre et très respecté Brillat Savarin, le patriarche Noé. Et c'est une liqueur. Je suppose qu'un habitant de la Lune ou de quelques planètes éloignées voyageant sur notre monde et fatigué de ces longues étapes, pense à se rafraîchir le palais, à se réchauffer l'estomac. Il tient à se mettre au courant des plaisirs et des coutumes de notre terre. Il a vaguement, oui, parlé de liqueurs délicieuses avec lesquelles les citoyens de cette boule se procuraient à volonté du courage et de la gaieté. Pour être plus sûr de son choix, l'habitant de la Lune ouvra l'oracle du goût, le célèbre et infaillible Brillat Savarin, et il y trouve, à l'article 20, ce renseignement précieux. Le patriarche Noé et cette liqueur se fait. Cela est tout à fait digestif. Cela est très explicatif. Il est impossible, après avoir lu cette phrase, de n'avoir pas une idée juste et nette de tous les vins et de leurs différentes qualités, de leurs inconvénients, de leur puissance sur l'estomac et sur le cerveau. Ah, chers amis, ne lisez pas Brillat Savarin. Dieu préserve ceux qu'il chérit des lectures inutiles. C'est la première maxime d'un petit livre de Lavater, un philosophe qui a aimé les hommes plus que tous les magistrats du monde ancien et moderne. On n'a baptisé aucun gâteau du nom de Lavater. Mais la mémoire de cet homme angélique vivra encore parmi les chrétiens, quand les braves bourgeois eux-mêmes auront oublié le Brillat Savarin. Espèce de brioche insipide dont le moindre défaut est de servir de prétexte à une dégoisade, de maximes niaisement pédantesques, tirées du fameux chef-d'œuvre. Si une nouvelle édition de ce faux chef-d'œuvre ose affronter le bon sens de l'humanité moderne, buveurs mélancoliques, buveurs joyeux, vous tous qui cherchez dans le vin le souvenir ou l'oubli, et qui, ne le trouvant jamais assez complet à votre gré, ne contemplez plus le ciel que par le cul de la bouteille, buveurs oubliés et méconnus, achèterez-vous un exemplaire et rendez-vous le bien pour le mal, le bienfait pour l'indifférence. J'ouvre le Kreisleriana du divin Hoffmann et j'y lis une curieuse recommandation. Le musicien consciencieux doit se servir du vin de champagne pour composer un opéra comique. Il y retrouvera la gaieté mousseuse et légère que réclame le genre. La musique religieuse demande du vin du Rhin ou du Jurançon, comme au fond des idées profondes. Il y a là une amertume enivrante. Mais la musique héroïque ne peut pas se passer de vin de Bourgogne. Il a la fougue sérieuse et l'entraînement du patriotisme. Voilà certainement qui est mieux. Et outre le sentiment passionné d'un buveur, j'y trouve une impartialité
qui fait le plus grand honneur à un Allemand. Hoffmann avait dressé un singulier baromètre psychologique destiné à lui représenter les différentes températures et les phénomènes atmosphériques de son âme. On y trouve des divisions telles que celle-ci. Esprit légèrement ironique, tempéré d'indulgence, esprit de solitude avec profond mécontentement de moi-même, gaieté musicale, enthousiasme musical, tempête musicale, gaieté sarcastique, insupportable à moi-même, aspiration à sortir de mon moi-même, objectivité excessive, fusion de mon être avec la nature. Il va sans dire que les divisions du baromètre moral d'Hoffmann étaient fixées suivant leur ordre de génération comme dans les baromètres ordinaires. Il me semble qu'il y a entre ce baromètre psychique et l'explication des qualités musicales des vins une fraternité évidente. Hoffmann, au moment où la mort vint le prendre, commençait à gagner de l'argent. La fortune lui souriait, comme notre cher et grand Balzac. Ce fut vers les derniers temps seulement qu'il vit briller l'aurore boréale de ses plus anciennes espérances. À cette époque, les éditeurs qui se disputaient ces contes pour leur almanach avaient coutume, pour se mettre dans ses bonnes grâces, d'ajouter à leur envoi d'argent une caisse de vin de France. Profonde joie du vin. Qui ne vous a connu ? Quiconque a eu un remords à apaiser, un souvenir à évoquer, une douleur à noyer, un château en Espagne à bâtir, tous enfin vous ont invoqué. Dieu mystérieux caché dans les fibres de la vigne. Qu'ils sont grands les spectacles du vin illuminé par le soleil intérieur. Qu'elle est vraie et brûlante cette seconde jeunesse que l'homme puise en elle, en lui. Mais combien sont redoutables aussi ses voluptés foudroyantes et ses enchantements énervants. Et cependant, dites en votre âme et conscience, juges, législateurs, hommes du monde, vous tous que le bonheur rend doux, à qui la fortune rend la vertu et la santé facile, dites, qui de vous aura le courage impitoyable de condamner l'homme qui boit du génie ? D'ailleurs, le vin n'est pas toujours ce terrible lutteur sûr de sa victoire, ayant juré de n'avoir ni pitié ni merci. Le vin est semblable à l'homme. On ne saura jamais jusqu'à quel point on peut l'estimer et le mépriser, l'aimer et le haïr, ni de combien d'actions sublimes ou de forfaits monstrueux il est capable. Ne soyons donc pas plus cruels envers lui qu'envers nous-mêmes et traitons-le comme notre égal. Il me semble parfois que j'entends dire au vin. Il parle avec son âme, avec cette voix des esprits qui n'est entendue que des esprits. Homme, mon bien-aimé, je veux pousser vers toi, en dépit de ma prison de verre et de mes verrous de liège. Un chant plein de fraternité, un chant plein de joie, de lumière et d'espérance. Je ne suis point ingrat, je sais que je te dois la vie. Je sais ce qu'il t'en a coûté de labeur et de soleil sur les épaules. Tu m'as donné la vie, je t'en récompenserai. Je te payerai largement ma dette, car j'éprouve une joie extraordinaire quand je tombe au fond d'un gosier altéré par le travail. La poitrine d'un honnête homme est un séjour qui me plaît bien mieux que ces caves mélancoliques et insensibles. C'est une tombe joyeuse où j'accomplis ma destinée avec enthousiasme. Je fais dans l'estomac du travailleur un grand remue-ménage, et de là, par des escaliers invisibles, je monte dans son cerveau, où j'exécute ma danse suprême. Entends-tu s'agiter en moi et résonner les puissants refrains des temps anciens, les chants de l'amour et de la gloire? Je suis l'âme de la patrie, je suis moitié galant, moitié militaire, je suis l'espoir des dimanches, le travail fait les jours prospères, le vin fait les dimanches heureux. Les coudes sur la table de famille et les manches retroussées, tu me glorifieras fièrement. Et tu seras vraiment content. J'allumerai les yeux de ta vieille femme, la vieille compagne de tes chagrins journaliers et de tes plus vieilles espérances. J'attendrirai son regard et je mettrai au fond de sa prunelle l'éclair de sa jeunesse. Et ton cher petit, tout pâlot, ce pauvre petit anneau, attelé à la même fatigue que le limonier, je lui rendrai les belles couleurs de son berceau et je serai, pour ce nouvel athlète de la vie, l'huile qui raffermissait les muscles des anciens lutteurs. Je tomberai au fond de ta poitrine comme une ambroisie végétale. Je serai le grain qui fertilise le sillon douloureusement creusé. Notre intime réunion créera la poésie.
À nous deux, nous ferons un Dieu, et nous voltigerons vers l'infini, comme les oiseaux, les papillons, les fils de la Vierge, les parfums, et toutes les choses ailées. Voilà ce que chante le vin, dans son langage mystérieux. Malheur à celui dont le cœur égoïste et fermé aux douleurs de ses frères n'a jamais entendu cette chanson. J'ai souvent pensé que si Jésus-Christ paraissait aujourd'hui sur le banc des accusés, il se trouverait quelques procureurs qui démontreraient que son cas est aggravé par la récidive. Quant au vin, il récidive tous les jours. Tous les jours, il répète ses bienfaits. C'est sans doute ce qui explique l'acharnement des moralistes contre lui. Quand je dis moraliste, j'entends pseudo-moraliste, parisien. Mais voici bien autre chose. Descendons un peu plus bas. Contemplons un de ces êtres mystérieux vivant, pour ainsi dire, des déjections des grandes villes. Car il y a de singuliers métiers. Le nombre en est immense. J'ai quelquefois pensé avec terreur qu'il y avait des métiers qui ne comportaient aucune joie, des métiers sans plaisir, des fatigues sans soulagement, des douleurs sans compensation. Je me trompais. Voici un homme chargé de ramasser des débris d'une journée de la capitale. Tout ce que la grande cité a rejeté, tout ce qu'elle a perdu, tout ce qu'elle a dédaigné, tout ce qu'elle a brisé, il le catalogue, il le collectionne. Il compulse les archives de la débauche, le capharnaüm des rebuts. Il fait un triage, un choix intelligent. Il ramasse comme un avare un trésor. Les ordures qui, remâchées par la divinité de l'industrie, deviendront des objets d'utilité ou de jouissance. Le voici qui, à la clarté sombre des réverbères, tourmenté par le vent de la nuit, remonte une des longues rues tortueuses et peuplées de petits ménages de la montagne, Sainte-Geneviève. Il est revêtu de son châle d'osier avec son numéro 7. Il arrive hochant la tête et butant sur les pavés, comme les jeunes poètes qui passent toute leur journée errés et à chercher des rimes. Il parle tout seul. Il verse son âme dans l'air froid et ténébreux de la nuit. C'est un monologue splendide à faire prendre en pitié des tragédies les plus lyriques. En avant, marche, division, tête armée. Exactement comme Buonaparte, agonisant à Sainte-Hélène. Et il paraît que le numéro 7 s'est changé en sceptre de fer et le châle d'osier en manteau impérial. Maintenant, il complémente son armée. La bataille est gagnée. Mais la journée a été chaude. Il passe à cheval sous des arcs de triomphe. Son cœur est heureux. Il écoute avec délice les acclamations d'un monde enthousiaste. Tout à l'heure, il va dicter un code supérieur à tous les codes connus. Il jure solennellement qu'il rendra ses peuples heureux. La misère et le vice sont disparus de l'humanité. Et cependant, il a le dos et les reins écorchés par le poids de sa hôte. Il est harcelé de chagrins de ménage. Il est moulu par 40 ans de travail et de course. L'âge le tourmente. Mais le vin, comme un pactole, le nouveau roule à travers l'humanité languissante, un or intellectuel. Comme les bons rois, il règne par ses services et chante ses exploits par le gosier de ses sujets. Il y a sur la boule terrestre une foule innombrable, innommée, dont le sommeil n'endormirait pas suffisamment les souffrances. Le vin compose pour eux des chants et des poèmes. Beaucoup de personnes me trouveront sans doute bien indulgent. Vous innocentez l'ivrognerie, vous idéalisez la crapule. J'avoue que devant les bienfaits... J'avoue que devant les bienfaits, je n'ai pas le courage de compter les griffes. D'ailleurs, j'ai dit que le vin était assimilable à l'homme. Et j'ai accordé que leurs crimes étaient égaux à leurs vertus. Puis-je mieux faire? J'ai d'ailleurs une autre idée. Si le vin disparaissait de la production humaine, je crois qu'il se ferait dans la santé et dans l'intellect de la planète un vide, une absence. Une défectuosité beaucoup plus affreuse que tous les excès et les déviations dont on rend le vin responsable. N'est-il pas raisonnable de penser que les gens qui ne boivent jamais de vin, naïfs ou systématiques, sont des imbéciles ou des hypocrites? Des imbéciles, c'est-à-dire des hommes
ne connaissant ni l'humanité ni la nature, des artistes repoussant les moyens traditionnels de l'art, des ouvriers blasphémant la mécanique, des hypocrites, c'est-à-dire des gourmands honteux, des fanfarons de sobriété, buvant en cachette et ayant quelques vins occultes. Un homme qui ne boit que de l'eau a un secret à cacher à ses semblables. Qu'on en juge, il y a quelques années, une exposition de peinture, la foule des imbéciles fit émeute devant un tableau poli, ciré, verni, comme un objet d'industrie. C'était l'antithèse absolue de l'art. C'était à la cuisine de Drolling ce que la folie est à la sottise, l'essayide à l'imitateur. Microscopique, on voyait voler les mouches. J'étais attirée vers ce monstrueux objet, comme tout le monde. Mais j'étais honteux de cette singulière faiblesse, car c'était l'irrésistible attraction de l'horrible. Enfin, je m'aperçus que j'étais entraînée à mon insu par une curiosité philosophique, l'immense désir de savoir quel pouvait être le caractère moral de l'homme qui avait enfanté une aussi criminelle extravagance. Je pariais avec moi-même qu'il devait être foncièrement méchant. Je fis prendre des renseignements et mon instinct eut le plaisir de gagner ce pari psychologique. J'appris que le monstre se levait régulièrement avant le jour, qu'il avait ruiné sa femme de ménage et qu'il ne buvait que du lait. Encore une ou deux histoires, et nous dogmatiserons. Un jour, sur un trottoir, je vois un gros rassemblement. Je parviens à lever les yeux par-dessus les épaules des badauds, et je vois ceci. Un homme étendu par terre, sur le dos, les yeux ouverts et fixés sur le ciel. Un autre homme debout devant lui, et lui parlant par gestes seulement. L'homme à terre lui répondant des yeux seulement, tous les deux ayant l'air animés d'une prodigieuse bienveillance. Les gestes de l'homme debout disaient à l'intelligence de l'homme étendu. Viens, viens encore, le bonheur est là, à 2 pas. Viens au coin de la rue. Nous n'avons pas complètement perdu de vue la rive du chagrin. Nous ne sommes pas encore au plein mer de la rêverie. Allons, courage, ami. Dis à tes jambes de satisfaire ta pensée. Tout cela plein de vacillements et de balancements harmonieux. L'autre était sans doute arrivé au plein mer. D'ailleurs, il naviguait dans le ruisseau. Car son sourire béat répondait « Laisse ton ami tranquille. La rive du chagrin a suffisamment disparu derrière les brouillards bienfaisants. Je n'ai plus rien à demander au ciel de la rêverie. » Je crois même avoir entendu une phrase vague, ou plutôt un soupir vaguement formulé en paroles s'échapper de sa bouche. Il faut être raisonnable. Ceci est le comble du sublime. Mais dans l'ivresse, il y a de l'hyper-sublime, comme vous allez voir. L'ami, toujours plein d'indulgence, s'en va, seul au cabaret. Puis il revient, une corde à la main. Sans doute, il ne pouvait pas souffrir l'idée de naviguer seul et de courir seul après le bonheur. C'est pour cela qu'il venait chercher son ami en voiture. La voiture, c'est la corde. Et il lui passe la voiture autour des reins. L'ami étendu sourit. Il a compris sans doute cette pensée maternelle. L'autre fait un nœud, puis il se met au pas comme un cheval doux et discret. Et il charrie son ami jusqu'au rendez-vous du bonheur. L'homme charrié, ou plutôt traîné et polissant le pavé avec son dos, sourit toujours, d'un sourire ineffable. La foule reste stupéfaite, car ce qui est trop beau, ce qui dépasse les forces poétiques de l'homme, cause plus d'étonnement que d'attendrissement. Il y avait un homme, un Espagnol, un guitariste, qui voyagea longtemps avec Paganini. C'était avant l'époque de la grande gloire officielle de Paganini. Il menait à eux deux
la grande vie vagabonde des bohémiens, des musiciens ambulants, des gens sans famille et sans patrie. Tous deux, violon et guitare, donnaient des concerts partout où ils passaient. Ils ont erré ainsi assez longtemps dans différents pays. Mon espagnol avait un talent tel qu'il pouvait dire comme Orphée « Je suis le maître de la nature ». Partout où il passait, raclant ses cordes et les faisant harmonieusement bondir sous le pouce, il était sûr d'être suivi par une foule avec un pareil secret. On ne meurt jamais de faim. On le suivait comme Jésus-Christ. Le moyen de refuser la dîner et l'hospitalité à l'homme, au génie, au sorcier qui a fait chanter à votre âme ses plus beaux airs, les plus secrets, les plus inconnus, les plus mystérieux. On m'a assuré que cet homme, d'un instrument qui ne produit que des sons successifs, obtenait facilement des sons continus. Paganini tenait la bourse. Il avait la gérance du fonds social, ce qui n'étonnera personne. La caisse voyageait sur la personne de l'administrateur. Tantôt elle était en haut, tantôt elle était en bas. Aujourd'hui dans les bottes, demain entre deux coutures de l'habit. Quand le guitariste, ce qui était fort buveur, demandait où en était la situation financière, Paganini répondait qu'il n'y avait plus rien, du moins presque plus rien. Car Paganini était comme les vieilles gens qui craignaient toujours de manquer. L'Espagnol le croyait ou feignait de le croire. Et les deux yeux fixés sur l'horizon de la route, il raclait et tourmentait son inséparable compagne. Paganini marchait de l'autre côté de la route. C'était une convention réciproque, faite pour ne pas se gêner. Chacun étudiait ainsi et travaillait en marchant. Puis, arrivé dans un endroit qui offrait quelques chances de recette, l'un des deux jouait une de ses compositions et l'autre improvisait à côté de lui une variation, un accompagnement, un dessous. Ce qu'il y a eu de jouissance et de poésie dans cette vie de troubadour, nul ne le saura jamais. Ils se quittèrent, je ne sais pourquoi. L'Espagnol voyagea seul. Un soir, il arrive dans une petite ville du Jura. Il fait afficher et annoncer un concert dans une salle de la mairie. Le concert, c'est lui. Pas autre chose qu'une guitare. Il s'était fait connaître en raclant dans quelques cafés. Et il y avait quelques musiciens dans la ville qui avaient été frappés de cet étrange talent. Enfin, il vint beaucoup de monde. Voilà, c'est ainsi que se termine donc cette lecture des paradis artificiels de Baudelaire. Je vous retrouve très prochainement donc pour la suite de la lecture. Avant de vous quitter, je vais vous donner une petite citation de Baudelaire. Le bon sens nous dit que les choses de la terre n'existent que bien peu et que la vraie réalité n'est que dans le rêve. Voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment et n'oubliez pas, les drogues, c'est dangereux pour la santé. C'est pas bien du tout. Bonne soirée.